troisième partie donc de SQN Média avec ce MEX Sommet où l'on parle de l'état du Sahel. Notre troisième partie va parler du développement économique. Le développement économique dépend beaucoup de la gouvernance. Ma première question, MEX, quel est votre regard sur la gouvernance actuelle de ces États du Sahel? Keïta par-ci, Tiani par-là, Assimi Goïta de l'autre côté. Comment ça se passe en termes de gouvernance? Parce que Le meilleur exemple en la matière dans l'ailleurs, c'est quand même le Niger. Qu'est-ce qui a respiré le coup d'État au Niger? C'est les perspectives de croissance qui étaient extrêmement bonnes et la promesse d'afflux de pétrodollars qui allait pleuvoir sur le Niger avec la mise en service du pipeline. Et avec les Chinois, ils avaient monté une distillerie aussi donc c'est ça qui a motivé le coup d'État de évidemment, 2023. évidemment. C'est ça qui a, et tout comme c'est ça qui a exacerbé les tensions au Sénégal entre le PASTEF et Macky Sall. Donc, c'est ça qui a motivé le coup d'État. Or, qu'est-ce qu'il fait en arrivant? Il arrête la production d'uranium au moment où les cours internationaux d'uranium sont multipliés par 4, à tel point que les pays d'Asie centrale qui avaient suspendu l'exploitation de leurs mines d'uranium, les ont remis en exploitation parce que c'est devenu rentable. Il arrête ça. Il ferme sa frontière avec le Bénin, par le port duquel le pétrole doit être évacué. Et comme si ça ne suffisait pas, il vient d'expulser. Donc on comprend bien, Tiani est un obstacle au développement du Niger. Attendez, il vient d'expulser les dirigeants des 3 sociétés chinoises. Donc, la société qui exploite le pipeline, la société qui exploite la distillerie, et la troisième, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle fait, mais en fait, les 3 sociétés qui sont sur la chaîne de valeur du pétrole nigérien, il vient de les expulser après avoir empêché même l'exportation du pétrole. Évidemment, donc cette mauvaise situation économique crée une certaine pauvreté. En gouvernance, en fait, ces 3 putschistes-là, quand vous regardez leur gouvernance, ils gouvernent plus pour leur ego et leur affectivité que pour l'intérêt de leur peuple, en fait. Est-ce qu'on se dirige vers, je ne sais pas, des élections, quelque chose? Ou alors on est parti pour un statu quo vraiment, sur une dizaine d'années? Dès le début, moi, j'ai dit que ces 3 putschistes-là n'ont rien à voir avec les putschistes qu'on a connus dans nos pays après l'adoption du protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CEDEAO de 2001. J'ai dit tout de suite, y compris aux dirigeants de la CEDEAO, à certains dirigeants de la CEDEAO, je leur ai dit faites attention. Depuis le protocole additionnel, les militaires putschistes s'y sont toujours soumis. Mais les présidents élus, eux, ne l'ont pas respecté. Et comme eux, ils ne sont pas explicitement sanctionnés dans le protocole additionnel, ça crée un sentiment de 2 poids, 2 mesures qui passe de moins en moins auprès de la jeunesse. Et quand vous regardez, quels sont les présidents que la jeunesse de ces pays-là regarde comme exemple? Il y a Thomas Sankara et John Relix. Donc, qui sont tous deux des militaires putschistes. Il y a eu plus de 250 coups d'État en Afrique depuis les années 60, mais quand vous voyez tous les jeunes qui sont pour les coups d'État, ils n'ont que 2 exemples en tête, hein. Thomas Sankara et John Relix. Les 250 autres, ils n'en parlent jamais. D'accord. Là donc, je viens de vous décrire, la situation. Pour vous, Tiani donc est un obstacle au développement économique du Niger. Peut-être que vous faites la même conclusion pour Assimi Goïta au Mali et pour, le capitaine, du Burkina Faso. Vous avez des pays. Est-ce que vous pensez que cette situation-là va perdurer? C'était ma question. Va perdurer ou bien alors, vous êtes très critique, donc que préconisez-vous? Le drame, c'est que notre faiblesse est leur force. Ou ce qui était une force pour nos pays est devenu une arme contre nos pays. Vous avez des pays dont au moins 40% du budget national était financé par l'aide publique au développement et qui bénéficiaient massivement aussi de l'aide humanitaire auprès des populations délaissées par des États. C'était globalement ça l'économie de nos pays, plus beaucoup d'économies informelles. Vous arrivez
vous coupez déjà l'aide publique au développement. Vous foutez les humanitaires dehors. Vous vous coupez de la communauté internationale. Donc, vous vous asseyez déjà sur 50% à peu près des flux qui entrent dans le pays. Et vous pensez que c'est en tondant ces populations déjà pauvres que vous allez vous développer avec des moyens endogènes. Il faut juste être fou pour penser ça. Ils s'auto-sabotent. Non, mais ils peuvent. Pourquoi? Parce que le problème de toutes ces aides-là, c'est qu'il y a des conditionnalités. Et ces conditionnalités-là, c'est quoi? C'est arrêter de kidnapper, de détenir hors procédure judiciaire, de faire des exécutions extrajudiciaires, et puis d'organiser des élections. Et ça, ils n'en veulent pas. D'accord. Donc, et c'est là où je disais que ce qui était la force de nos pays, c'est-à-dire l'extraordinaire résilience de nos peuples, c'est ça qui se retourne contre nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent saccager toute l'économie. Ça va toucher à peu près 20% de la population qui est intégrée administrativement et dans l'économie formelle. Mais ça ne va pas changer grand-chose pour les populations rurales. Donc la portée de tout cela, en fait, que ce soit avec Tianyi, sans Tianyi, avec le pétrole, sans le pétrole, 80 de la population est exclue de toute façon. De toute façon, Ouais. ce sont des pays dans lesquels vous avez en moyenne 40% de citoyens fantômes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés dans une maternité, qui n'ont pas date de naissance, donc qui n'ont pas de carte d'identité, donc qui n'ont aucune existence légale aux yeux de l'État. Or, comment est-ce qu'on fait l'aménagement du territoire? Comment on détermine où on met les écoles, les collèges, etc.? C'est en fonction de la démographie. Ils ne maîtrisent pas leur démographie. Comment vous voulez qu'ils aménagent les territoires? Le territoire n'est pas aménagé. Donc, de toutes les façons, et c'est pour ça que la croissance économique ne bénéficie jamais à plus de 20% de la population. Parce que c'est ceux qui sont intégrés dans le système formel, c'est-à-dire administratif, bancaire et économique. Et donc, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces 80 donc de laisser pour compte, ces 80 de population fantôme? Mais il faut repenser complètement la structure de nos États, la structure de nos économies. Ce qu'on a refusé de faire pendant 60 ans, il faudra bien qu'on le fasse. Parce que, attention, ces pays-là, ils ont aujourd'hui autour de 23 millions de population. Dans 20 ans, ce sera 46-50 millions. Pendant ce temps, le désert continue à avancer. La sécheresse continue à être plus fréquente. Les terres cultivables et productives se raréfient. Les couloirs de transhumance pour le bétail sont coupés. Donc, si on ne passe pas de l'agriculture extensive à l'agriculture semi-extensive, de l'élevage extensif à l'élevage semi-intensif, on ne s'en sortira pas. Avec les mêmes modes de production, nous aurons de plus en plus de misère, quels que soient les montants que vous allez injecter. C'est ce que Macron avait créé un scandale en 2017 en marge d'un sommet de... Alors, je ne sais plus si c'était l'Eurogroupe ou si c'était l'OTAN en Allemagne, lorsque un journaliste ivoirien lui avait demandé à quand un plan Marshall pour l'Afrique. Et Macron lui avait dit, tant que vous aurez encore 7,5 à 8 enfants par femme, comme au Niger, vous pouvez déverser les milliards que vous voulez, vous ne changerez rien. Vous savez, mais nous, les Africains, on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Surtout quand ce sont les vérités qui touchent à notre mode de vie. Nous détestons ça. C'est pourtant ça le problème. Je vous l'ai dit en début d'entretien, nos pays, vérifiés, doublent de population tous les 20 ans. À l'époque de Thomas Sankara, on était 7 millions. En 87, le Burkina, c'était au maximum 7 millions de personnes. Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est au minimum vers 3 millions de personnes. D'accord. Et d'ici 2050? Ben, ce sera 50 millions de personnes. Voilà. Merci beaucoup, Mex Sommet, d'avoir partagé cette petite heure avec nous. D'avoir fait le déplacement de Paris pour venir nous voir à Bruxelles. C'est vraiment très gentil. Merci, chers auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à réagir parce que vos réflexions vont également nous inspirer. On va engager un débat et puis on se retrouve très vite pour un autre numéro de SQN Média.